Place à notre invité au cœur de l'info. Le grand reporter Emmanuel Razavi dévoile dans son dernier livre, coécrit avec Jean-Marie Montali, Le monde opaque des agents de la République islamique. La pieuvre de Téhéran met notamment en lumière les méthodes d'infiltration dans les milieux universitaires, diplomatiques, scientifiques, à l'œuvre depuis plus de 40 ans en Occident. Nous nous interrogerons avec lui sur la solidité de ce régime iranien, sa capacité à fragiliser les démocraties, mais aussi sur la manière dont les Occidentaux pourraient soutenir ce peuple qui lutte pour ses libertés. Emmanuel Razavi, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. Alors, à la sortie de cette séquence que nous venons de vivre, ces 12 jours de guerre, le régime des mollahs et par extension son influence, vous semble-t-il en somme affaibli? Non mais le régime de toute façon est extrêmement affaibli. Il est affaibli évidemment militairement, il est affaibli en interne aussi politiquement, ce qui n'est pas tout à fait nouveau parce qu'il y a de fortes dissensions, si vous voulez, au sein du régime depuis quelques années, qui se sont, je dirais, accrues ces derniers mois, entre notamment, on y reviendra peut-être, la branche conservatrice qui est incarnée par Ali Khamenei et la branche en fait dite des réformateurs qui est incarnée par le président en fait Massoud Pezeshkian. Mais cela étant, c'est justement parce qu'il est affaibli qu'il devient en fait très menaçant sur le plan en fait de la menace terroriste évidemment et aussi de l'ingérence, des influences à travers, mais je pense qu'on va y revenir, à travers ces réseaux à la fois d'espions, mais aussi en fait ces réseaux d'ambassades à travers le monde. J'avais envie tout d'abord de parler de cette première conséquence de cette guerre, cette répression qui s'est accentuée sur les Iraniens, sont les premiers à payer très cher cette guerre, sous prétexte de la traque aux espions israéliens. C'est vrai que le régime s'est fait surprendre, a été trahi de l'intérieur, c'était inimaginable pour lui compte tenu de la puissance de son service de renseignement? Alors, écoutez, moi, je discute avec pas mal d'Iraniens et je discute également avec des gens, en fait, qui sont liés au régime. Je peux vous garantir que ça a été, à un moment donné, une véritable surprise. C'est-à-dire que, évidemment, au plus haut niveau, en fait, des services iraniens, on s'imaginait bien qu'il y avait des espions, alors israéliens, mais pas que, des espions d'autres pays aussi qui étaient infiltrés en Iran. Voilà. Mais à ce point-là, c'était inimaginable. C'était inimaginable, évidemment, pour le gouvernement, pour les services, en fait, iraniens, mais c'était inimaginable, en plus que la population puisse l'apprendre. Et évidemment, on s'est rendu compte depuis l'assassinat d'Ismaël Haniyeh que, évidemment, ce régime avait été complètement pénétré par le Mossad. Et comment expliquer ces trahisons alors? Vous parliez d'un régime affaibli déjà? Non, mais d'abord et d'une, parce qu'il y a l'argent. Donc le Mossad a infiltré de toute façon les services iraniens depuis plusieurs années, donc a payé de toute façon en fait des gens. Il y a aussi une réalité, c'est que ce régime, cette République islamique d'Iran fait peur, si vous voulez, au monde entier depuis des années. Mais en réalité, à l'intérieur, je vous le disais tout à l'heure, elle est très fracturée. Et des gens qui ont accès, si vous voulez, au plus haut niveau du pouvoir, savent que c'est un régime quand même qui est extrêmement fragile. C'est un régime presque failli. En dehors, je dirais, des 12 jours en fait, de conflits qu'il y a pu avoir, c'est un régime qui est fracassé depuis plusieurs années. Vous avez aujourd'hui, pour l'expliquer à vos téléspectateurs, vous avez en fait la branche conservatrice qui est issue de la révolution islamique de 1979, qui, est persuadée que le temps en fait de l'affrontement avec l'Occident arrive peu à peu. Évidemment, cet affrontement, il est marqué par une guerre contre le mal. C'est dit dans les textes qu'on demande aux jeunes gardiens de la Révolution en fait d'apprendre à l'école des officiers. Donc une guerre contre le mal incarnée sur terre par Israël et par l'Amérique. Et puis de l'autre côté, vous avez en fait ce qu'on appelle les réformateurs. Les réformateurs sont plutôt des clans affairistes, mafieux également, souvent, qui eux sont pour, une forme de négociation en fait avec l'Occident, qui considère que les conservateurs sont en train d'amener le pays en fait dans le mur. Il faut savoir qu'en Iran aujourd'hui, vous avez 2 tiers du pays qui est sans eau potable. Vous avez des coupures d'électricité un peu partout à travers le pays, bien avant, encore une fois, cette guerre des 12 jours, comme on l'appelle. Vous avez un Iranien sur 2 qui vit en dessous du seuil de pauvreté, qui n'arrive pas à se nourrir plus d'une fois par jour. Donc vous voyez bien que le régime, en fait, a conduit, le pays quelque part au bord de l'abîme. Mais ces réformateurs, et vous en parlez dans votre livre, ne sont pas pour autant plus acceptables dans l'idéologie qu'ils portent. Ils pourraient se présenter comme peut-être plus libéraux, ce n'est pas le cas en fait dans la pratique. Alors vous avez raison, ils se présentent en apparence auprès des Occidentaux comme étant beaucoup plus libéraux. Il faut savoir qu'une bonne partie d'ailleurs des responsables réformateurs ont souvent fait leurs études en Occident, qui connaissent extrêmement bien en fait l'Occident, qu'ils ont des bonnes relations, notamment dans les milieux en fait médiatiques, diplomatiques, parfois universitaires en fait également. Ils sont beaucoup dans les ambassades en fait. Ils sont énormément, absolument. Ils ont été déployés effectivement en fait dans les ambassades. Et si vous voulez, ce qui est important de comprendre, c'est que ce réseau réformateur, si vous voulez, a investi
investi depuis des années avec une partie des dirigeants du corps des gardiens de la Révolution et de sa branche en fait Al-Quds, son unité d'élite en charge des opérations extérieures. Ils ont investi dans des programmes immobiliers à l'extérieur de l'Iran, mais aussi en fait dans des dans des trafics, comme le narcotrafic, le trafic d'armes notamment, aux côtés de mafias qui sont des mafias en fait colombiennes, des mafias libanaises aussi, liées au Hezbollah. Ce qu'on a eu du mal à comprendre dans cette guerre de 12 jours, c'est que des civils soient frappés par les bombardements israéliens. Il y a cette prison, on en parlait à l'instant, Devin, dans le centre de Téhéran, qui a été bombardée. On sait qu'il y a les 2 otages français, on reviendra, on parlera d'eux et de la diplomatie des otages, si on peut encore associer ces 2 mots ensemble. Dans cette prison Devin, il n'y a que des opposants, pour ainsi dire. Est-ce que c'est la méthode? On ne libère pas une population en bombardant. Est-ce que c'est vraiment ce dont ces Iraniens avaient besoin pour pouvoir porter leur voix? Alors, il y a 2 choses. D'abord, c'est pas la prison qui a été bombardée, c'est l'entrée de la prison. Je crois que le plan israélien était de permettre en fait aux prisonniers politiques de sortir. Vous savez qu'on a l'habitude de dire dans cette prison, on pourrait former en fait un gouvernement et une administration en Iran. Vous l'avez rappelé d'ailleurs il y a 2 minutes. Ce sont des opposants politiques. Moi, j'ai eu des informations. On a eu en fait des informations qui nous ont été passées depuis l'intérieur de la prison d'Evin. Et ce sont en fait les geôliers qui ont frappé en fait. Il y a eu un mouvement de panique et donc il y a eu des tirs. Un bombardement. Et ce sont les gardes. Mouvement de panique évidemment dû au bombardement, absolument. Mais ce sont les gardes en fait qui ont tiré en tout cas des informations que moi j'ai. Et je ne suis pas certain que ce soit les bombardements qui aient tué en fait des gens à l'intérieur en fait de la prison, mais assurément en fait des gardes qui ont tiré visiblement. Encore une fois, on est dans le brouillard évidemment de l'information quand évidemment on parle de l'Iran parce qu'on a des informations qui sont toujours très contradictoires. Donc et je dis si toujours avec beaucoup de prudence. le cas, effectivement, ça reste un pari extrêmement risqué. Je parle de ce soutien à l'opposition, ou plutôt de l'absence de soutien à l'opposition de la part des Occidentaux. C'est vrai qu'il y a ces relations ambivalentes depuis 79. Je cite votre livre, vous nous dites une blessure encore vive dans le cœur des Iraniens. Nombre d'entre eux considèrent que la France a joué un rôle dans l'avènement du régime théocratique, ressentiment ravivé par une diplomatie française qui dialogue avec les mollahs et ignore leurs opposants qui luttent pourtant pour la démocratie et la laïcité. C'est vrai qu'on a l'impression que tout se joue au niveau diplomatique, notamment cette question essentielle du nucléaire, mais il n'y a pas de soutien apporté à ces forces qui portent la liberté au sein de la société iranienne. Oui, ce sont des forces en fait qui sont des forces d'opposition qui demandent, vous avez employé un mot qui est important, elles parlent de liberté. Les Iraniens aujourd'hui veulent la liberté, évidemment assortie en fait d'un régime démocratique. La moyenne d'âge en Iran, je le dis pour vos téléspectateurs, c'est 32 ans. La majeure partie en fait des jeunes Iraniens aujourd'hui, se défient complètement, si vous voulez, de la République islamique. Il y a 2 ans et demi, Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique d'Iran, a demandé en fait au Basij, le Basij, c'est la milice civile du corps des gardiens de la Révolution qui dispose aussi d'un service de renseignement, de produire en fait une enquête sur ce que pensaient les Iraniens du régime. Et il s'avère que cette enquête qui a fuité révèle que 71% des Iraniens ne veulent plus en fait de ce régime et sont plutôt favorables à une séparation, si vous voulez, du religieux avec l'État. Je vous le rappelais tout à l'heure aussi, c'est un pays aujourd'hui qui est un pays failli puisque vous avez un Iranien sur 2 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc évidemment, ces Iraniens qui en plus subissent la répression, je le rappelle, depuis quelques jours, enfin depuis que la guerre s'est arrêtée, il y a des checkpoints, on contrôle en fait vos téléphones en fait aux checkpoints. Si vous avez des communications, si on voit que vous avez dans votre historique de communication eu des relations avec l'extérieur de l'Iran, vous êtes parfois emmenés, cognés. Il y a des centaines de gens, en tout cas, qui ont été arrêtés. Il y a des appels à la délation. On sait que les Bassidji ont plutôt des kalachnikovs maintenant plutôt que des matraques. Et c'est important de le rappeler. Vous avez eu même au sein de l'armée, vous avez la direction en fait des affaires juridiques de l'armée nationale, pas les gardiens de la Révolution, l'armée nationale, qui a appelé à dénoncer aussi en fait les déserteurs. Ce qui veut dire qu'implicitement, elle reconnaît qu'il y a des déserteurs en fait au sein, de son staff en fait militaire. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, évidemment, que les Iraniens attendent un soutien en fait des démocraties occidentales, des démocraties européennes, à commencer par la France, et clairement ils considèrent en fait que ce soutien n'est pas là.
On va voir une image, c'est ce que vous avez souhaité voir, hein, des femmes qui sont les premières à porter cette liberté, à réclamer plus de liberté, une liberté qui a été connue dans le pays avant 79. Donc c'est vrai qu'il y avait une ouverture du régime, à l'époque du Shah. Elles pouvaient étudier, elles pouvaient s'habiller comme elles le souhaitaient. C'est vrai que la société a complètement basculé depuis 40 ans. Mais parlons de l'influence iranienne à l'extérieur des frontières. Je vous cite encore: jamais sans doute les agents d'influence au service de Téhéran n'ont occupé un rôle aussi central dans la stratégie extérieure de la République islamique. Ils essaient de maintenir le régime en vie. Alors expliquez-nous, comment agissent-ils? C'est très simple. En 1979, quand l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir en Iran, il met la main sur un réseau en fait d'ambassades. Je crois qu'à l'époque, il y a 102 ambassades. Il y a des représentations aussi en fait consulaires. Et comme il sait que son discours est très bien passé en fait en France, je rappelle qu'il a été en exil entre octobre 78 et janvier 1979. En fait, il a été en exil dans la région parisienne, à Nofles-le-Château. Il a reçu journalistes, intellectuels. On se souvient de Jean-Paul Sartre, de Michel Foucault, les philosophes. Et donc, il considère qu'il faut utiliser ce réseau d'ambassades en fait pour faire de l'influence. Alors, je dirais comme tous les pays qui ont des ambassades, qui font de l'influence évidemment, mais il va très rapidement en fait dépêcher les services secrets en fait iraniens, puis les gardiens de la Révolution pour prendre en main, si vous voulez, à la fois le discours diplomatique, approcher des gens qui sont susceptibles en fait d'être sensibles aux idées de la République islamique d'Iran ou de ses proxys palestiniens en général. La cause palestinienne et l'instrumentalisation, surtout c'est le mot, l'instrumentalisation de la cause palestinienne, si vous voulez, est utilisée par les services secrets iraniens pour recruter. Alors ça peut être de jeunes universitaires, ça peut être parfois de jeunes journalistes, ça peut être d'anciens diplomates, et pour, comment dire, qu'ils relayent en fait des éléments de langage sur les plateaux de télévision, les radios, pour qu'on donne en fait une image de l'Iran ou qu'on donne une idée en fait de l'Iran qui est conforme à ce que souhaite en fait le régime et qui correspond pas forcément à ce que pense en fait la population. L'ayatollah Khomeini lui-même n'a pas hésité à parler de liberté, à apporter des garanties quand il était en France, assurant. Ça, c'était avant la Révolution. Voilà, avant la Révolution, assurant qu'évidemment les femmes auraient toute la liberté dont elles souhaitaient disposer. Et puis évidemment tout ça a été invalidé. C'est ça qui est assez fou parce que ça s'est vérifié dans le temps. Donc comment se fait-il que les différents présidents, des différentes chancelleries aient continué à adhérer à ce discours? Alors c'est intéressant ce que vous me demandez là. Je voudrais rappeler que le mensonge fait partie de la jurisprudence chiite iranienne. Donc ça veut dire que les diplomates sont autorisés, même encouragés en fait à mentir quand c'est dans l'intérêt en fait de la République islamique. Et donc lorsque les diplomates iraniens, si vous voulez, sont face à leurs homologues occidentaux, ils n'hésitent pas à recourir en fait au mensonge, et ils ont fait ça en fait depuis plus de 40 ans. C'est important. On raconte dans le livre comment, avant les accords de Vienne de 2015, les accords de Vienne qui portaient donc sur le nucléaire en fait iranien, Téhéran a déployé en fait des espions, des agents d'influence, a infiltré en fait les milieux universitaires, des centres de réflexion, notamment en fait aux États-Unis, justement pour porter une parole qui n'était pas du tout conforme en fait à la réalité, pour manipuler, en tout cas pour tenter de manipuler en fait les diplomates en fait occidentaux qui étaient en charge, si vous voulez, de travailler sur ces accords. Donc je dirais que le mensonge en fait c'est une constante. Ce dont on peut s'étonner, parce qu'on a des services de renseignement, on s'en est rendu compte en faisant notre enquête, qui sont vraiment au courant de tout. Alors, services de renseignement français, évidemment, qui sont excellents, mais globalement européens, mais avec une naïveté, si vous voulez, presque endémique, je dirais, de nos diplomaties européennes, à commencer par la diplomatie française, vis-à-vis, en fait, de la diplomatie iranienne. Le temps passe très très vite, Emmanuel Razavi. C'est passionnant. Je voulais qu'on parle de cette jonction entre la Russie et l'Iran. Est-ce que ces deux pays ont la capacité de déstabiliser nos démocraties? Vous l'évoquez à plusieurs reprises dans votre livre, c'est toute l'ambition de ces deux pays dans leur campagne de désinformation, de cyberattaque, de tout ce que l'on on assiste partout aux États-Unis, en France, en Europe. Vous dites une chose essentielle, cyberattaque. En fait, ce sont les services secrets russes qui forment une partie en fait des services de renseignement iraniens, notamment en fait en matière de guerre d'influence et en matière en fait de cyberguerre. Et depuis le 7 octobre en fait 2023, on a pu voir des opérations en fait d'influence montées en Europe qui étaient en fait organisées conjointement par des services russes
et des services en fait iraniens, ou des relais en tout cas de leurs services. Donc je dirais que je parle de cyberguerre, de guerre d'influence, mais les Russes ont aussi formé aux techniques de torture dès 1980 en fait, comment dire, les services donc de torture, d'interrogatoire, les services iraniens. Donc si vous voulez, bien sûr que oui, aujourd'hui il faut prendre ça très très au sérieux. L'Europe est sous menace en fait constante des influences ou de l'influence coordonnée évidemment de la République islamique d'Iran et de la Russie. Si la situation s'aggrave au Moyen-Orient, écrivez-vous, l'Iran est prêt, enfin vous citez d'ailleurs, c'est pas vous qui le dites, vous citez un Iranien, l'Iran est prêt à mener des opérations terroristes et cybernétiques sur le sol occidental. Effectivement, est-ce que la France concrètement est une cible? Est-ce que c'est un risque sérieux aujourd'hui? Alors oui, bien sûr. D'abord la France, parce que contrairement aux idées reçues, la France, aux yeux en fait de la République islamique et des mollahs, c'est quand même une puissance qui est une puissance importante. Je rappelle qu'on a des bases. On a une base à Abu Dhabi, par exemple, donc qui gêne considérablement les marines et les services secrets en fait iraniens. Il y a ça. Ils considèrent que la France reste le pays le plus influent en fait d'Europe. Et donc, si vous voulez, dès lors, ça devient en fait une cible en termes d'ingérence, en termes d'influence, mais aussi en termes de terrorisme. Aujourd'hui, si vous voulez, les services, évidemment, après cette guerre, les services secrets iraniens sont un peu désorganisés, sont un peu en proie au chaos, mais attention, ils sous-traitent depuis maintenant quelques années, je dirais, leurs opérations d'assassinat ciblés à des gangs qui sont souvent en fait des gangs issus du narco-banditisme. Et donc, on n'y échappe pas du tout. Ça a été d'Europe en fait, de l'Est, d'Afrique du Nord. Qui viennent et d'Afrique du Nord et d'Europe de l'Est, évidemment. Il y a un avocat qui est un ancien membre en fait, du Parlement européen en Espagne, qui a été la cible d'un attentat il y a quelques mois à Madrid. Si vous voulez, aujourd'hui, cette menace, elle est extrêmement importante. Et puis, vous avez plusieurs sources du renseignement qui vous disent aussi qu'à l'intérieur de la province de Téhéran, vous avez en fait aussi des membres d'Al-Qaïda qui sont entraînés par la force Al-Quds, des gardiens de la Révolution. Cette diplomatie des otages, parlons-en. Cécile Kohler et Jacques Paris en sont les victimes depuis plus de 3 ans. Ça me semble très délicat d'associer ces deux mots. Ça semble impossible. Cette méthode est pratiquée par le régime depuis 40 ans. Il y a une instrumentalisation de toute personne étrangère. Oui, bien sûr, mais vous voyez, qui est enlevée. Ces deux personnes dont vous parlez sont françaises, Cécile Kohler et Jacques Paris, qui vivent dans des conditions qui sont tragiques, qui sont odieuses. Il faut le rappeler pour vos téléspectateurs, ce sont des innocents. En fait, ils sont enfermés en Iran alors qu'ils n'ont strictement en fait rien fait. Ils sont les victimes en fait d'un système. Le régime vous dirait qu'ils ont été jugés, qu'il y a une décision de justice. Oui, mais enfin, c'est un jugement. En fait, excusez-moi, mais c'est un jugement, odieux encore une fois, simplement parce que Téhéran, les mollahs utilisent ce chantage diplomatique, si vous voulez, ce chantage aux otages pour faire pression, encore une fois, sur des pays comme la France, parce qu'ils jugent que la France a une influence extrêmement importante. Je voudrais le dire aussi parce qu'on parle beaucoup de l'AIEA, de l'Agence internationale à l'énergie atomique. Ce sont les inspecteurs français souvent qui ont été les plus durs avec le régime iranien. Vous comprenez? Donc ceci, je dirais, explique cela. Et puis il y a une origine du nucléaire iranien qui vient aussi de France, et ça on peut le lire dans votre livre. Merci beaucoup, Emmanuel Razavi, d'être venu sur ce plateau.